Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 5. Alors, vous voyez, j'ai mis l'éclairage, c'est pas parce que j'enregistre de nuit, c'est tout simplement parce que j'ai un putain de contre-jour sinon, et j'ai du mal à voir mon écran. Donc, je suis obligé d'enregistrer comme si j'étais de nuit, voilà, le volet est fermé, parce que sinon, j'ai un énorme contre-jour, c'est très désagréable. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour cette étape numéro 5. Est-ce que vous pensez du scénario possible, des scénarios possibles sur cette étape numéro 5? Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, petite préférence pour Spotify. TikTok, le débrief juste après l'arrivée. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Un peu le copier-coller de la veille, cette étape. C'est-à-dire qu'il y a, alors là, il n'y a qu'une difficulté. La veille, il y en avait deux. Boss, mais qui ne devrait pas changer grand-chose. C'est-à-dire que c'est trop roulant pour mettre en difficulté les sprinters. C'est une côte de deuxième catégorie, mais en réalité, elle devrait être de troisième catégorie parce qu'elle n'est pas très dure. La majorité de cette côte, on est sur des pourcentages inférieurs à 4%. Donc, on est sur une route qui est belle. Il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. On est encore en début de course, c'est-à-dire que les sprinters sont encore frais. On a eu que l'étape d'Andorre. Ils sont encore nombreux au départ, normalement, à part s'il y a une grosse chute la veille. Ouais, je pense que les équipes de sprinters qui n'auront pas gagné la veille, eh bien, voudront rectifier le tir sur cette journée. Je pense que ça sera compliqué pour une échappée d'aller au bout. Je rappelle que j'enregistre, nous sommes le 29 août, c'est-à-dire que l'étape numéro 4 vient seulement de partir. Donc voilà, c'est toujours le même problème au niveau de l'organisation pour les grands tours. Mais ouais, la côte de deuxième catégorie n'est pas très pentue et je pense que les équipes de sprinters qui n'ont pas gagné la veille voudront rectifier le tir. On est en début de course, on veut montrer sa force. Il n'y a pas encore un sprinter qui domine. Donc ça peut donner une opportunité de se dire on veut battre Caden Groves, on veut battre Cocard sur cette étape. C'est 2393 mètres de dénivelé positif. Alors j'ai fait une faute de frappe, donc c'est je crois la 13e étape la plus importante dans ce classement. Donc on est loin d'être sur une étape vraiment de l'enfer pour les coureurs. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette étape numéro 5 entre Morella et Borriana. Donc on sera dans la communauté de Valence pour cette étape. Donc on continue de descendre. Si on regarde une carte de l'Espagne, on longe, on va dire on est proche de la mer. On est dans entre est-ouest, on est dans le tiers est. Si vous découpez l'Espagne en trois dans un tiers est de l'Espagne, et donc dans la communauté de Valence, c'est-à-dire qu'on est plus bas que la Catalogne, pour un petit peu faire un petit point géographie. 187 km, Morella Borriana. Début de journée un peu plus difficile que la veille, avec quelques passages vallonnés, notamment à Kula, 2 km 4 à 5,4 de moyenne. On sera à 1050 mètres d'altitude. Ça sera le point le plus haut de l'étape, au kilomètre 46. Et puis ensuite, on va redescendre. Quelques petites routes un petit peu en prise vers les Uzeres, l'Alcora, Honda. La côte du jour, au kilomètre 132,5 pour le 100 mai, c'est-à-dire à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Le Colado de la Ibola, 11 km 4 à 3,9 de moyenne, côte de deuxième catégorie. Alors je ne sais pas à quelle mouche a piqué les organisateurs pour mettre cette difficulté en deuxième catégorie, parce que c'est hyper roulant. C'est pas très difficile sur la première partie, vous voyez, c'est ouvert. Donc quand c'est ouvert, c'est-à-dire qu'on est en dessous de 4% de déclivité. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même une grande majorité de la difficulté où on est en vert. Il y a deux passages à 6,5 et à 6%. Et les 3 derniers kilomètres qui sont au-delà de 5%, mais bon, c'est pas extrême. Donc les sprinters, ils vont passer cette bosse, ils vont pas être en difficulté avec cette difficulté du Colado de la Ibola. On redescend vers Azuebar, le Val d'Uccio. Le sprint intermédiaire à bonification, je rappelle 3,2 1 seconde du côté de Nules, ça sera une dizaine de kilomètres de l'arrivée.
à 11 même, et puis l'arrivée à Bouriana. On regarde tout de suite le final de cette étape à Bouriana. Alors jusqu'à 5 km de l'arrivée, ça va aller. Puis vous voyez, à partir de 5 km de l'arrivée, ça va être un petit peu plus technique, avec pas mal de ronds-points. Vous voyez, il y en a 3, 6, 7, 8 même. Donc à peu près tous les points d'exclamation sont des ronds-points. Voilà, alors le premier, on le prendra première sortie sur la droite, et puis ensuite on aura 2 ronds-points qu'on pourra prendre par les 2 côtés, et ensuite un rond-point qu'on ne pourra prendre que par la droite, et on continuera avec un nouveau rond-point aux 3 km, vous voyez, jusqu'entre 5 km 5 et 2 km 8, on enchaîne quand même 6 ronds-points. Donc là, ça va vraiment étirer le peloton. Et puis ensuite, on aura une belle ligne droite, mais il y aura encore 2 ronds-points dans cette ligne droite qu'il faudra traverser entre 2 km 8 et 1 km et 750 mètres de l'arrivée. Dernier virage à peu près 750 mètres de l'arrivée. Là, pour une belle ligne droite, dernier virage, angle droit par contre, sur la droite de nouveau, avec des derniers kilomètres qui sont tout plats parce qu'on sera pas loin de la mer, hein, comme vous voyez, on va même arriver le long de la mer du côté de cette étape. Donc on devrait avoir un sprint normalement, mais ça on en parlera sur la stratégie de l'étape. Tout de suite, l'histoire de la Vuelta. Alors sur cette étape, on part de Morella pour aller à Borriana. Alors Morella, alors c'est 2 communes qui n'ont pas accueilli 150 étapes du Tour d'Espagne. Du côté de Morella, là, on a connu 2 arrivées en 2004 et 2000. En 2004, l'étape est remportée par Denis Menchov, c'était l'étape numéro 5. Et en 2000, c'était l'étape numéro 7, remportée par Roberto Heras, qui à l'époque était à l'US Postal. Et Menchov, il était déjà chez Rabobank en 2004. Non, il était chez Il Balear encore, Banesto. Il n'était pas encore chez Rabobank, il passe chez Rabobank l'année d'après. Que dire du Tour d'Espagne? Là, je regardais un petit peu. Oui, il y a vraiment eu que 2 passages du Tour d'Espagne. J'ai pas d'autres passages. Par contre, sur le Tour de la communauté de Valence, et ben sur les premières années, on passait dans cette commune de Morella, notamment en 1931, 32 et 33, notamment où j'ai des passages dans cette commune selon ProCycling-Stats. L'arrivée du côté de Borriana, ben là c'est encore pire. Le dernier passage du Tour d'Espagne dans cette commune, c'était en 1990, c'était un contre-la-montre, l'étape 2B de ce Tour 90, remporté par Lotus à l'époque, enfin par Festina Lotus. En 42 minutes 33 à 51,8 de moyenne. Donc c'était l'arrivée de ce contre-la-montre de 36 km. Sinon, moi j'ai une arrivée en 1970 avec Eddie Pellman qui s'était imposé sur l'étape numéro 6. Et sinon, là encore, les tours de la communauté de Valence, notamment en 1986, avec une victoire de Greg LeMond. Et cette année, cette ville a accueilli 2 courses, le tour de la communauté de Valence avec l'étape numéro 4 et la semaine internationale féminine de la communauté de Valence chez les filles. Et chez les garçons, c'est l'étape remportée par Tao Geoghenaert devant Thomas Glog et Ciccone qui a été parti de Bouriana. Voilà. On regarde tout de suite la météo. Eh bien, le temps sera mitigé mais sec normalement, avec une température qui oscillera entre 23 et 27 degrés selon les conditions d'ensoleillement, bien entendu. Le vent sera de dos en début de journée, assez fort. Et puis au bout d'une heure de course, par un miracle que je ne saurais expliquer, eh bien le vent va passer de dos à 3/4 face, mais un vent qui sera beaucoup plus faible, entre 15 et 25 km/h. J'ai regardé beaucoup de communes parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est bizarre quand même. Et non, vraiment d'une commune à l'autre, ça change quasiment du tout au tout.
De dos, alors il sera voilà 3/4 face et puis il sera de dos par contre dans la dernière ligne droite, hein, plutôt 3/4 dos, donc un vent qui viendra de la mer, tout simplement dans la ligne droite finale. Du côté de la stratégie, échappé avec 4-5 coureurs et puis victoire au sprint. Je vois pas de coureurs partir en contre, encore moins que la veille, et je pense que les sprinteurs ne seront pas mis en difficulté, l'étape n'est pas assez dure et je vois pas une échappée aller au bout avec des équipes qui voilà, qui ne voudraient pas jouer la gagne derrière. Je serais assez surpris de cette stratégie-là. Du côté de mes favoris, j'ai mis Caden Groves, Hugo Hofstetter, le français, que j'avais pas mis la veille, mais chez Arkea, c'est une belle carte. Et on sait qu'Hofstetter est capable de faire des top 5 quand il y a des grosses oppositions. Donc avec un peu moins d'opposition, peut-être que la victoire est possible. Milan Menton, on parle pas beaucoup du Belge à la loto, mais ça reste un très très bon coureur. Et puis en grosse cote, Dries Van Gestel, le coureur de Total Energy. Pourquoi pas, avec Geoffrey Soupe pour l'emmener, Van Gestel, bon, là avec un peu moins d'opposition, peut-être qu'il arrivera à mieux frotter dans le final, surtout que c'est quand même un coureur qui savait plutôt bien se placer. Du côté du programme TV, alors le départ fictif de l'étape sera à 12h50, mais Eurosport 1 commencera sa prise d'antenne à 14h30 avec les rois de la pédale. Le direct à 14h50, on sera à peu près à 110 km de l'arrivée. Donc jusqu'à ce moment-là, il faudra, pour avoir des informations, regarder Pro Cycling Stat. Le pied de la seule côte de la journée sera franchi entre 15h52 et 16h08 pour une arrivée prévue entre 17h19 et 17h43. Nous, on se retrouvera sur TikTok juste après l'arrivée de cette étape. Donc voilà, entre 17h30 et 18h. Débrief sur YouTube à 21h, comme d'habitude, hein, à part en temps un petit peu exceptionnel. Sinon, on fait le débrief à 21h. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à regarder les autres vidéos de la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao, ciao!